Distingués invités, chers économistes, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce colloque annuel de l'Association des économistes québécois sur l'état de l'économie et les perspectives 2016, présenté par la Banque nationale et avec les autres partenaires qui sont nommés ici sur l'écran. Je me présente, Mara Bereshit, présidente de la section de Montréal de l'Association des économistes québécois, et je serai votre maître de cérémonie pour ce colloque. Comme vous le savez, nous tenons à chaque année ce colloque afin de dévoiler les perspectives économiques pour l'année à venir, ainsi que de brosser un portrait réaliste des principaux défis qui guettent le Québec et sa métropole. Il s'agit d'un exercice important afin de bien comprendre l'environnement économique dans lequel nous évoluons et faire des choix plus éclairés. Un exercice qui s'inscrit dans la mission première de notre association. Nous avons réuni pour vous des experts de renom que je laisserai le soin à notre animateur de vous présenter par la suite. L'activité d'aujourd'hui se déroulera en 3 parties. Premièrement, un panel d'experts traitera de la conjoncture économique. Après la pause, nous aborderons les enjeux structurels du Québec et de sa métropole. L'activité se conclura par un déjeuner-conférence avec M. Francis Veil, chroniqueur économique à la presse. J'inviterai maintenant M. Laurent Martin, chef adjoint section de l'analyse régionale de la Banque du Canada, vous présenter des conférenciers et animer le colloque de ce matin. Sur ce, je vous souhaite une très bonne conférence. Alors, merci beaucoup, Mara. D'abord, félicitations à toi et à l'Association des économistes québécois pour l'organisation de ce colloque. Il me fait plaisir et c'est un honneur aussi d'agir à titre d'animateur de ce colloque qui se déroule en 3 parties. Donc, d'entrée de jeu, je dois faire l'avertissement d'usage. Rien de ce que je vais dire ne reflète les opinions de la Banque du Canada. De toute façon, ça ne devrait pas créer trop de problèmes parce qu'aujourd'hui, je ne dis rien. Je ne fais que poser des questions. Et donc, évidemment, il ne faut pas utiliser le sens ou les directions, les mots choisis dans les questions pour les interpréter d'aucune manière. De toute façon, aujourd'hui, comme certains le savent, nous sommes en période de discrétion. Les représentants de la Banque, il y a une décision de la Banque mercredi prochain. Alors, ce qui me donne une excuse additionnelle pour ne répondre à aucune. Alors, merci beaucoup. Donc, pour la première partie de ce colloque, nous allons parler de conjoncture. Alors, on utilise le principe de l'entonnoir. On va d'abord se promener de l'économie mondiale pour ensuite aller à l'économie canadienne et finir avec l'économie québécoise. Ce sera dans l'ensemble le programme que nous allons suivre pour cette partie du colloque. Et pour nous en parler, j'invite nos 3 panélistes à monter sur scène. Paul Fenton, Marc Lévesque, Luc Vallée. Oui, il y a des noms sur les tables. On invite le jeu de chaise musicale. Merci. Alors d'abord, Paul Fenton. Paul Fenton est vice-président principal et chef économiste à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Donc il a été nommé à ce poste en mai 2011. Il dirige à la Caisse l'équipe d'analyse économique et financière. Avant d'entrer au service de la Caisse, Paul était chef du service du département de l'analyse économique canadienne de la Banque du Canada. Il a occupé à la Banque aussi un grand nombre de fonctions. Paul a également travaillé au Fonds monétaire international à 2 reprises, pendant les années 80 et également de retour au FMI à la fin des années 90 et début des années 2000. Merci Paul d'être rejoint au panel ce matin. Ça fait plaisir. Marc Lévesque. Marc est vice-président économie et stratégie de marché et économiste en chef chez Investissement PSP. Investissement PSP, c'est le petit nom qu'on donne à l'Office d'investissement des régimes de pension du secteur public du Canada. Il est chargé de suivre les tendances de l'économie et des marchés financiers à l'échelle mondiale et de formuler des recommandations au conseil d'administration, à la haute direction et au service d'investissement à la société. Avant d'entrer chez PSP, il était stratège économiste principal chez Valeurs Mobilières TD à Toronto. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal et d'un doctorat de la University of Chicago. Marc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'association. Ça fait bien plaisir. Merci. Et finalement, le troisième
membres du panel ce matin, Luc Vallée. Luc est stratège en chef, valeur mobilière à Banque Laurentienne. Il est le poste qu'il occupe depuis août 2014, donc depuis un peu plus d'1 an. Il dirige le groupe de recherche économique et stratégique. Il était auparavant économiste en chef à Développement économique Canada. Il a occupé également la fonction de vice-président économiste en chef à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il a occupé d'autres fonctions dans d'autres organisations, Médiagriffe, le Canadien national. Et auparavant, il a été aussi professeur à HEC pendant quelques années, après avoir obtenu son doctorat en économie de MIT. Luc, merci aussi d'avoir accepté l'invitation de l'association. Merci. Alors, on va commencer dans un premier temps en demandant à chacun des panélistes de prendre 3-4 minutes pour qu'ils nous brossent au fond une vue d'ensemble, leur vue d'ensemble de la conjoncture et des perspectives économiques. Et je vais leur demander à chacun d'eux également d'indiquer à l'intérieur de cette présentation d'ensemble, de nous indiquer quel est d'après eux le fait saillant à retenir pour 2015. On va commencer avec Paul Fenton. Paul? Le premier test d'intelligence, c'est que moi, je parle. Moi, je vais commencer pas par un fait séant, mais plutôt par un mot. Et le mot que j'ai pour 2015, c'est décevant. Décevant dans deux sens pour l'économie mondiale. Pas simplement que la croissance était plus faible cette année que l'année passée, pas simplement parce qu'il y a plein de pays qui ont des problèmes aigus, qui sont en récession maintenant, mais décevant pour les prévisionnistes aussi, parce que la plupart des prévisionnistes ont prévu au début de l'année une amélioration dans l'économie mondiale. Ils ont dit, comme l'année passée, que cette année, enfin, une vraie reprise dans l'économie mondiale va se déclencher. Et ce n'est pas réalisé. Pourquoi? Je pense que la chose qu'on a manqué, c'est que la plupart des pays dans l'économie mondiale suivent une mauvaise stratégie. Okay? Au lieu de faire face à leurs problèmes structurels, leurs problèmes budgétaires, etc., pour mettre en place les conditions nécessaires pour avoir une croissance plus forte, beaucoup de monde axe la politique monétaire et ce qu'on dit en anglais beggar thy neighbor, depreciation of exchange rate. Tout le monde pense qu'ils vont croître via les exportations nettes. Évidemment, sauf si on est capable d'exporter à Mars ou notre planète. On n'est pas capable ensemble d'avoir, tous les pays dans le monde ne peuvent pas avoir une hausse dans leur exportation nette. On suit la mauvaise stratégie en général dans l'économie mondiale. Ça veut dire que c'était décevant cette année, ça va rester décevant en 2016. Une croissance très modeste, une croissance, une situation où les problèmes deviennent de pire en pire parce qu'on manque de vraies solutions et une situation qui devient de plus en plus fragile. Et la question, je pense, pas pour cette année, mais pour 2017, c'est est-ce qu'on s'en va vers une récession encore une fois? Moi, je pense qu'on ne peut pas l'écarter. Merci, Paul. Non, c'est parfait. Je vois que le test d'intelligence est parti. Je pense que si on me demandait c'est quoi le fait saillant le plus important, oui, je suis d'accord avec l'aspect décevant de la chose. J'étais parmi ceux avec Paul qui croyaient effectivement que l'économie mondiale allait au moins. Moi, j'ai pas croyé ça, j'ai parlé des prévisionnistes en général. OK. Je pensais que les choses allaient s'améliorer un peu. On parle souvent de normalisation, je n'aime pas ce terme-là parce que c'est de faire l'hypothèse qu'il y a une espèce d'état normal des choses auquel tout le monde va converger. C'est vraiment pas le cas, on est plus compliqué que ça, malheureusement. Mais moi, je dirais que si on parle d'un événement au cours de l'année, moi, je dirais que la plupart des prévisionnistes n'ont pas vraiment vu venir, c'est l'impact du ralentissement de la Chine sur les prix des produits de base et sur l'ensemble des marchés émergents. Et je pense que c'est ça qui a vraiment un peu conditionné une bonne partie de la faiblesse qu'on a vue au cours de l'année. Pas seulement dans les pays émergents, mais aussi dans plusieurs pays développés, dont le Canada, l'Australie, par exemple, et qui crée quelque chose qui n'est pas moins une situation désastreuse, par exemple, dans les pays comme le Brésil. Donc ça, c'est, je crois, l'événement de l'année qui a été sous-estimé.
qui va peut-être continuer à être sous-estimé au cours de l'année prochaine. Maintenant, en termes de perspective générale, je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, je vais arrêter là. Ouais, mais c'est vraiment l'impact de la Chine, et le ralentissement de la Chine sur les prix des produits de base, prix du pétrole, prix des autres produits de base aussi, et l'impact que ça a eu sur l'économie mondiale. Merci. De l'autre côté, on pense que le prix du pétrole qui a baissé cette année est l'événement marquant. Mais s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé en Chine cet été, on aurait identifié cet événement-là comme étant le seul. Mais là, je suis obligé de me rendre compte qu'avec la dévaluation partielle du yuan cet été, il y a eu un choc. On s'est aperçu à quel point le monde actuel, l'économie mondiale, est à levier. Tout ce qu'on appelle en anglais le carry trade est très répandu. Et le fait d'avoir dévalué le yuan de quelques pourcents a causé une onde de choc sur la planète. On a vu au début les marchés financiers réagir, on pensait que ça serait temporaire, et ça a duré quand même plusieurs semaines, et ça a affecté l'économie réelle. Il y a eu faiblesse d'économie aux États-Unis au mois d'août et septembre, en partie au mois d'octobre. On ne sait toujours pas si cette onde de choc va se perpétuer l'année prochaine, mais à notre avis, c'est un des événements qu'il faut suivre de près. Est-ce que la Chine pourra, en baissant les taux d'intérêt cette année, alors que les Américains vont probablement monter les leurs, est-ce que la Chine va pouvoir maintenir son yuan payé? Alors qu'elle rentre, on aura la décision lundi, on pense que c'est déjà fait, alors que sa devise va rentrer dans le panier des droits de tirage spéciaux du FMI. Donc ça va être un événement marquant, je pense aussi, qui va probablement propulser le yuan en avant plusieurs années, mais à court terme, la surévaluation du yuan pourrait causer des problèmes à l'économie mondiale. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Donc, encore une fois, le principe de l'entendement, on commence avec la toile de fond que vous avez merci. Il faut aussi Mais est-ce que vous en avez besoin? Des fois, l'écho est moins important. On voit suave. Ouais. Moi aussi, j'ai un problème de talent pour ça. Ah, ça fonctionne avec moi. Wow! Même pour ça, il est intelligent. Ça, c'est C'est l'exacteur automatique. Merci. Alors, on a parlé beaucoup de la Chine, on a parlé des produits de base, on a parlé du pétrole. Au fond, j'aimerais vous entendre pour nous décrire dans l'ensemble, au-delà peut-être de la Chine, mais la Chine faisant partie du décor, quelle est votre évaluation, quelle est votre perception de la toile de fond économique pour les perspectives des quelques prochaines années au fond? Donc, qui commence? Moi? Oui, Paul. Moi, je pense qu'on est dans une logique relativement faible, pour plusieurs raisons. Une, c'est le niveau d'endettement ne cesse pas de monter. Alors, aux États-Unis, le processus de désendettement est bien progressé. Mais ailleurs, si on regarde le Canada, par exemple, les ménages sont vraiment endettés. En général, il y a un problème d'endettement dans l'économie mondiale qui est toujours en train de devenir de plus en plus sévère. Alors, il y a un problème de bilan. En même temps, il y a un problème de démographie. Si on regarde la génération de baby boomers, ils arrivent de plus en plus à l'âge de la retraite. Alors, la croissance potentielle dans un pays comme le Canada, avant, c'était 3%. Maintenant, c'est 1,5, 1,7, quelque chose de même. C'est la même situation aujourd'hui aux États-Unis. Alors, on est dans une situation, pour les raisons démographiques, que la croissance potentielle est plus lente qu'avant. Et en même temps, ça va être difficile pour les pays eux-mêmes à aller chercher la croissance potentielle parce qu'ils ont un problème de bilan. Alors, pour moi, c'est une situation où les pays avancés vont rester faibles longtemps, la tendance est lente. Quand je regarde les pays émergents, il y a beaucoup de divergences parmi les pays émergents. Il y a quelques-unes comme l'Inde, par exemple, où l'économie est axée sur la demande intérieure. Et il y a un nouveau gouvernement Modi qui est en train de mettre en place des réformes. Je pense que les perspectives pour l'Inde sont bonnes. La Chine, je suis d'accord avec Marc, il y a un ralentissement en train, je pense que c'est graduel. Et le point pour la Chine qui est important, c'est finalement, ils sont en train de réorienter leur économie vers la demande intérieure. L'économie est de plus en plus axée sur les services maintenant. Il y a beaucoup moins de retombées pour le reste du monde à cause de ça. D'autres pays, c'est le Brésil,
Pour le moment, c'est une situation très difficile. Il y a des problèmes de gouvernance et sévères au Brésil. Même chose en Turquie. Alors, vraiment, il faut faire la distinction auprès des pays émergents, mais en général, la croissance là va être plus lente aussi parce qu'il axe beaucoup sur les exportations vers les pays avancés et la demande n'est pas au rendez-vous. Luc? Je pense que l'important, c'est de comprendre que la planète ne va pas croître aussi rapidement que par le passé. Je suis d'accord avec Marc, nous aussi, on pensait que l'économie mondiale était relancée. Maintenant, on se dit 3%, c'est the new normal, comme on dit en anglais. C'est le nouveau 4%. Auparavant, on pensait que l'économie mondiale allait surchauffer lorsque la planète est en croissance de 5% et plus et était en récession avec une croissance de 3% et moins. Maintenant, il faut se rajuster, peut-être que la fourchette, au lieu d'être 3 à 5, c'est de 2 à 4, donc une croissance moyenne de 3, qui était considérée comme faible par le passé, va être la nouvelle norme. Et en même temps, ce 3%-là, il est suffisant. Il va faire croître la planète en termes absolus, même si en pourcentage, c'est 1% de moins. C'est quand même, on a des défis à relever. C'est pas comment on dit en français? Secular stagnation. Stagnation séculaire, mais je pense pas qu'on est là. Mais on a eu une phase de mondialisation très profitable, si on veut. Puis on rentre maintenant dans une autre phase. Puis il ne faut pas appliquer les mêmes remèdes en disant, bon, mais là, il s'agit juste de faire plus de ce qu'on a fait dans le passé. C'est le temps, je pense, d'intégrer les changements qu'on a faits. On a vu qu'avec la mondialisation, il y a plein de choses qui se sont bousculées. Les changements climatiques sont plus rapides. Les inégalités de revenus sont extrêmement importantes. Puis, si on sort des gens du système incitatif, on les a rentrés avec la mondialisation. On vous donne maintenant l'opportunité de vous enrichir. En Chine, ça a commencé comme ça. On vous donne la chance de progresser économiquement et socialement. Mais aujourd'hui, on a atteint une sorte de bottleneck là-dedans. Donc, il faut repenser à ça. Il y a juste à penser aussi aux paradis fiscaux qui se sont développés avec la mondialisation, qui ont permis aux entreprises de dire je peux échapper au contrôle fiscal. Mais c'est nouvelle. On n'a pas établi, on n'a pas pensé à ça. C'est peut-être des conséquences inattendues, mais il faut penser à comment refaire les règles du système pour faire en sorte que ces choses qui se sont passées à l'insu de ce qu'on voulait faire lorsqu'on a lancé le phénomène de la mondialisation il y a plus de 30 ans, mais ces phénomènes-là soient contrôlés. Donc, il faut changer son mindset, pas répéter la recette qu'on a utilisée hier, mais retweaker, fine-tuner nos interventions pour dealer avec ces problèmes-là. Marc, sans révéler le secret d'État, quand on convoque au conseil d'administration, on te demande la toile de fond. Comment tu la présentes? Là, d'abord, ça prend 1 heure. Là. Ouais. Quand j'ai 3 minutes, d'ailleurs, je pense que tout le monde s'entend là, pour dire que la situation de l'économie mondiale n'est pas reluisante. C'est intéressant de soulever la question du secular stagnation parce que c'est un débat intéressant, mais c'est un débat que les gens comprennent très peu. Parce qu'ils mélangent un peu les termes et les concepts, mais tel que défini par Larry Summers à l'origine, c'est un problème d'insuffisance chronique de la demande. Oui. Et ça, je ne pense pas qu'on en est là. On a un problème du côté de la demande, mais c'est un problème qui est surtout cyclique. Le problème auquel l'économie mondiale fait face à long terme, c'est un problème du côté de l'offre essentiellement. C'est un problème démographique, c'est un problème au niveau de la productivité, c'est un problème parce qu'effectivement, tous ces problèmes d'endettement-là auxquels on fait face, ça a aussi des effets sur des facteurs de plus long terme comme la productivité, par exemple. Donc, je suis d'accord qu'effectivement, à plus long terme, l'économie mondiale va connaître une croissance plus lente. Et en fait, c'est assez frappant ce qu'on voit partout. Prenez un pays comme l'Italie, par exemple, la croissance potentielle est très, très près de zéro. Et donc, l'instant qu'il y a une croissance en Italie, si vous avez un écart de production, vous êtes en train de le fermer. Vous pouvez créer des pressions inflationnistes avec une croissance de 0,5% en Italie actuellement. Il y a une espèce de japonisation qui est en train de se faire et la Chine n'échappe pas à cette tendance-là, n'échappera certainement pas à cette tendance-là. Maintenant, sur le plan, l'autre point que Paul a soulevé à propos de l'endettement, c'est effectivement un gros problème. Alors, bon, je répéterai tout ça, pas ça, je vais aller sur un autre terrain, c'est ce qu'on risque de voir comme environnement au cours de la prochaine année.
Puis personne n'a touché à la politique monétaire à date, mais je pense qu'on est en train d'assister à quelque chose qui est plutôt inhabituel présentement. C'est une situation où, fondamentalement, il y a une banque centrale dans le monde qui est en train de songer à augmenter ses taux d'intérêt. C'est toute politique, et c'est la Réserve fédérale américaine qui va probablement avoir lieu le mois prochain. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de hausses de taux par la suite? J'en doute. Je pense qu'ils vont y aller de manière très, très modérée au cours de la prochaine année. Mais il n'y a aucun doute dans mon esprit que les choses ont assez évolué aux États-Unis présentement. Ils sont rendus avec un taux de chômage de juste 5 %. Il y a peut-être un petit peu plus de stack dans le marché du travail que ça, si on regarde l'ensemble des indicateurs, mais il y a toutes les raisons au monde, je pense, pour que la Fed décide d'en terminer avec ses taux à 0 %, avec ce qu'on appelle le Zero Interest Rate Policy. Par contre, dans le reste du monde, c'est vraiment pas le cas. Et surtout en Europe, la plupart des autres pays, la plupart des autres banques centrales, on va avoir soit des politiques monétaires où il n'y a rien qui change, c'est-à-dire que les taux demeurent à des niveaux extrêmement bas, soit carrément un desserrement continu de la politique monétaire, c'est notamment le cas en Europe. Et moi, ça fait longtemps que je suis pessimiste sur l'Europe. Je sais que Paul l'est aussi, parce qu'on est allé dans plusieurs forums au cours des dernières années, mais la BCE, le mois prochain, va probablement desserrer sa politique monétaire. Donc, on va avoir une situation, la Réserve fédérale américaine serre sa politique monétaire, la BCE desserre sa politique monétaire, elle va augmenter probablement le rythme de ses achats d'actifs, elle va les prolonger, elle va possiblement baisser son taux de dépôt qui est déjà négatif encore davantage. Alors, c'est une situation vraiment inhabituelle, puis à mon avis, l'Europe n'est vraiment pas sortie du bois. S'il y a un endroit où il risque d'y avoir des flamèches dans le monde développé au cours de la prochaine année, c'est là. La situation en Grèce n'est pas réglée, mais vraiment pas réglée. Il y a certains des pays périphériques qui commencent à faire mieux, mais ce n'est pas exactement la mer à boire. Et il y a un refus systématique en Europe de confronter les problèmes structurels auxquels fait face cette région-là. Ces gens-là sont poussés, les politiciens européens sont poussés au bord du gouffre, et là, juste au point où ils sont sur le bord du point de tomber, vraiment, à ce moment-là, ils prennent des mesures temporaires, des mesures passagères qui ont pour effet de mettre un band-aid sur le bobo, mais qui règlent absolument rien. Alors, c'est là qu'ils en sont d'Europe, puis ils sont en train, effectivement, dans une situation où ils ne règlent rien, ils desserrent la politique monétaire, les taux à long terme, je pense, vont demeurer extrêmement faibles partout dans le monde, mais c'est alimenté en bonne partie par ce qui se passe en Europe. Alors, c'est pas un portrait qui est jojo. Je pense que c'est une chance que les fenêtres ne s'ouvrent pas ici, parce que quand on va terminer avec vous autres, là, il va y avoir des couples qui vont aller chercher leur médicaments à faire ici. Merci d'avoir annoncé que ça prendrait 1 heure. C'était un peu plus court, donc c'est bien. Mais Marc, tu as abordé la question des États-Unis, puis j'aimerais effectivement entendre les autres panélistes parler, avant d'arriver au Canada, au Québec, parler de la situation aux États-Unis. Donc, est-ce que les perspectives de croissance aux États-Unis sont bonnes? Est-ce qu'elle sera durable? Est-ce qu'il y a des risques à l'horizon, d'une part? D'autre part, on a parlé de la décision à venir, des décisions à venir de la Réserve fédérale aux États-Unis. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Marc mentionne? Tu pourrais aussi dire un mot sur les conséquences de ce resserrement attendu de la politique monétaire américaine pour l'ensemble de la planète, parce qu'on parle parfois de risques aussi sur les marchés émergents. Là, on va aller dans cette direction ici. OK, alors, premièrement, je suis tout à fait d'accord avec Marc par rapport à l'Europe, et ce serait intéressant même de suivre la situation au Portugal maintenant, parce que après l'élection, il y a une coalition de la gauche qui est en train de se coalescer. Et c'est pas évident que le président va accepter ça, mais le plan de match de cette coalition, c'est de renverser presque toutes les réformes qu'ils ont mises en place pendant le programme avec la Troïka. Alors, la situation, c'est, Marc a raison, il y a plein de problèmes qui ne sont pas résolus, et il y a même des solutions qui ont été mises en place qui risquent d'être défaites. Aux États-Unis, c'est une place où nous avons une vision qui est différente, pas mal différente que le consensus. Pourquoi? Effectivement, le consensus, une croissance l'année prochaine, plus ou moins que cette année, c'est 2,5, un peu plus que 2,5. Notre vision est moins que ça, pas mal moins que ça. Pourquoi? Comme Marc a mentionné, l'économie américaine est plus ou moins en plein emploi maintenant. Et moi, peut-être, je pense que c'est un peu plus proche de plein emploi que Marc, mais nous sommes d'accord que c'est dans le quartier de plein emploi maintenant. La croissance potentielle aux États-Unis, c'est que 1,5%. Si on regarde la croissance de productivité depuis 5 ans aux États-Unis,
c'est comme 0,5%. C'est la période de 5 ans le plus faible dans 60 ans aux États-Unis. Okay. Je pense qu'il n'y a aucune raison de croire que la croissance de la productivité va s'élever en 2016. La contribution démographique sera plus ou moins un point de pourcentage, sauf si Donald Trump fait un mur mais disons que c'est 1,5 pour la croissance potentielle aux États-Unis. Si on regarde historiquement la période où l'économie a plein emploi et la croissance, la tendance à converge vers la croissance potentielle. Donc moi, je pense que la croissance de l'économie américaine est 2 plus maintenant. Peut-être cette trimestre, c'est 2,5. Ça va décélérer vers 1,5 vers la fin de 2016 et 1,5 au cours de 2017. Ça, c'est une croissance beaucoup plus longue que le marché price aujourd'hui. C'est une croissance qui aura des implications pour les pays émergents qui actent, et l'Europe aussi qui acte sur les exportations pour les États-Unis. La croissance de l'économie américaine sera, c'est pas un moteur pour l'économie mondiale. Et ça, c'est le problème. Il n'y a pas de moteur dans l'économie mondiale maintenant. Je peux élaborer un peu plus, mais il y a aussi, je pense, une interdépendance importante entre les banques centrales. Alors, Mario Draghi va prendre sa décision le 3 décembre. Il a déjà indiqué qu'il va soutenir. Est-ce qu'il va faire supplément qui est modéré ou est-ce qu'il va faire quelque chose qui est gangbusters? Okay? Parce que Mario Draghi a tendance à se prendre le marché. Okay? Si Mario Draghi arrive avec un programme qui est beaucoup plus gros que tout le monde pense, moi je pense que mettre Janet Yellen dans une mauvaise posture. Elle a presque indiqué que c'est garanti ça va poser les taux en décembre. Mais si Draghi est vraiment musclé, moi je m'attends que Yellen va dire que c'est plus ou moins dans le marché, one and done. Si Draghi est un peu moins musclé, moi là je pense, comme Marc a indiqué, elle va poser les taux en décembre, elle va dire que okay, ça va être graduel dans l'avenir. Et moi je pense qu'il faut faire attention à les données mondiales qui sont bien. Parce que si mois après mois, le taux de chômage baisse, 4,9, 4,8, et la croissance, les salaires montent. Et moi, je pense que les gens étaient trop impatients. Si on regarde les retards historiques, quand le taux de chômage arrive à 5,5 aux États-Unis, 12 mois plus tard, les salaires se lèvent plus rapidement. Le taux de chômage aux États-Unis était 5,6 en décembre l'année passée. Alors, on est juste au moment où, normalement, avec le retard traditionnel, que les salaires se lèvent. Et si on arrive à début de 2016, taux de chômage plus bas de 5, les salaires qui se lèvent, tout à coup, les marchés vont dire, hey, les famous dots de la Fed sont peut-être raisonnables. Parce que le marché a une provision pour les taux qui est beaucoup plus graduelle que l'indication des provisions de la FOMC. Ça reste intéressant. Alors, je pense que 2016, une année avec beaucoup de volatilité, avec beaucoup de choses intéressantes qui pourraient arriver. Et je n'ai pas encore parlé du prix du pétrole. Qu'est-ce qui va se passer si jamais le prix du pétrole se lève au prix de 2016? Et 2016, c'est une année électorale aux États-Unis. Alors, croissance américaine, réserve fédérale, peut-être la suite de parler des élections un peu. J'aimerais t'entendre aussi sur le pétrole. Il y a des choses un peu divergentes sur lesquelles on a réfléchi. Et c'est sûr que ça se pourrait que l'inflation se mette de la partie. Nous, on doute que ça vienne. Je me base sur un texte que Stan Fisher a écrit et une conférence qu'il a donnée il y a quelques semaines qui parlait de l'impact de l'appréciation du dollar US sur la croissance US. Il disait que finalement, ça a affecté beaucoup les exportations et que ça a probablement retranché 1% de croissance par rapport à ce qu'on s'attendait si le dollar était resté constant. Moi, j'ai lu entre les lignes dans ce discours-là qu'évidemment, non seulement il y a des effets contemporains, c'est-à-dire qui arrivent la même année que l'appréciation, mais qu'il y a des effets qui perdurent dans le temps, c'est-à-dire dans le papier, on parle de 2 à 3 ans, et qu'une appréciation plus importante du dollar US en 2016, ben, il y aurait non seulement les effets de l'appréciation de 2016, mais les effets plus
qui viendraient retarder de l'année 2015. Alors, l'impact sur la croissance américaine pourrait être plus important. Ce qui m'amène à penser que oui, on va augmenter les taux en 2016 parce qu'on l'a dit, puis en fait, à moins qu'il se passe quelque chose de désastreux. On le disait aussi en septembre, mais moi j'ai l'impression qu'on va réduire les dots. C'est-à-dire que plutôt que ça fait 1 an et demi qu'on nous promet 5 hausses de taux aux 10 prochains meetings. Donc, en septembre 2014, ça nous amenait à 5 hausses de taux d'ici décembre 2015. On est presque en décembre 2015, on n'a pas eu de hausse de taux encore, on en aura une, mais encore les dates de septembre nous donnaient 5 hausses de taux d'ici décembre 2016. Moi, je pense qu'on ira probablement, on va annoncer une hausse et on va réduire la croissance des hausses prévues pour l'année 2016 de façon importante, ce qui réduirait la pression à la hausse sur le dollar US. Et ça irait de pair aussi avec ce que si Draghi annonce un programme très musclé, bien ça va contribuer à augmenter le dollar US. Donc, la façon de répondre de Yael, c'est de dire, bien, je vais y aller pas mal plus mollo. Je pense que ça va être un game changer de réaliser que finalement, la Fed s'est adaptée à ce que le marché pense qu'il va arriver. Puis si on se rappelle, il y avait un petit leak des staffers de la Fed, c'était pas eux qui ont leaké, mais on a découvert qu'eux pensaient même que cet été, il n'y aurait qu'une hausse d'ici la fin de l'année. Et bizarrement, c'est ce qui, je pense, qui se décide. Donc, probablement qu'à l'intérieur de la Fed, cette étude qui a été faite basée sur le modèle de la Fed nous amène à penser que même les gens à l'intérieur de la Fed pensent que 5 hausses d'ici la fin 2016, c'est pas réaliste. Donc, on est tous d'accord là-dessus. C'est malheureux. Là, il n'y a pas de super hot. Les conséquences de la croissance américaine sur l'économie canadienne. Et je voudrais vous amener à parler aussi de l'économie canadienne. Donc, d'une part, non seulement vos perspectives mondiales, leur impact sur le pétrole, vos perspectives de l'économie américaine et ses impacts sur l'économie canadienne, par exemple, via les exportations. Je voudrais vous entendre parler donc de ces deux éléments-là comme contexte pour parler de votre évaluation des perspectives au Canada. Marc? OK. Au niveau du pétrole, moi, je ne fais pas de prévision sur le pétrole. C'est pas compliqué. Là. Je considère que ça prend des gens qui sont vraiment qui ont une expertise que je n'ai pas. Alors, je prends un peu le consensus. Le consensus pour l'augmentation des prix au cours de la prochaine année. Alors, je vais aller avec ça. Au niveau de l'économie canadienne, je pense que c'est un peu ennuyant à dire, là, mais c'est l'économie où il n'y a rien qui change. Il n'y a pas grand-chose qui est différent cette année de ce qui était là l'an dernier, à part d'un dollar canadien qui est plus faible et qui ne semble pas avoir des effets beaucoup sur le secteur des exportations canadiennes. La Banque du Canada, par exemple, et tu m'excuseras là-dessus, mais la Banque du Canada n'arrête pas, et à juste titre, je pense, de répéter que la dépréciation du dollar canadien, l'accélération de la croissance aux États-Unis va avoir un effet sur les exportations canadiennes et que ça ne se produit pas, ou du moins pas assez pour faire ce que ce secteur-là a besoin de faire pour relancer l'économie canadienne. Pour être clair sur une chose, le problème de l'endettement au Canada, c'est un problème sérieux. La question est de savoir est-ce que ça éclate ou est-ce qu'on assiste à une situation comme on a eu dans les années 2000 en Australie. Je crois que c'est le scénario le plus probable, c'est-à-dire qu'on voit une espèce de croissance ou de frein sur la croissance qui est un peu endémique, qui continue pendant une couple d'années. Qui fait en sorte que la situation de l'endettement fait en sorte que ça restreint la croissance des dépenses des consommateurs, l'investissement des entreprises, etc. Alors, ce que ça prend à ce moment-là, étant donné que la demande intérieure est essentiellement essoufflée au Canada, personne ne va dire qu'il croit qu'il va y avoir une envolée dramatique du marché immobilier, par exemple. Je pense qu'on est déjà à des niveaux qui sont insoutenables. Donc, ça prend carrément une accélération des exportations pour alimenter éventuellement la demande intérieure via le canal classique d'augmentation de l'investissement des entreprises, créer la croissance des revenus, etc. Le fait est qu'il y a eu un gros choc au Canada. On parle beaucoup du PIB, mais si on regarde d'autres mesures, et notamment on regarde les mesures basées sur les termes d'échange, on a eu un gros choc. Le choc pétrolier a été très significatif. Le dollar canadien s'est déprécié comme il devait le faire. Normalement, on s'attendrait à ce que les exportations reprennent éventuellement. Malheureusement, si on regarde l'histoire et on considère les lags qu'il y a normalement, les délais qu'il y a normalement entre une dépréciation du dollar canadien
canadien et l'impact sur le secteur des exportations, on devrait déjà être en train de voir une accélération des exportations et on ne voit pas vraiment actuellement. Donc, il y a de quoi qui se passe. Je pense que la Banque du Canada se pose des questions aussi. Il y a un programme de recherche là-dessus, presque lancé, une des explications, évidemment, c'est que si on regarde, par exemple, le peso mexicain, c'est aussi déprécié. Donc, le dollar canadien n'est pas plus, entre guillemets, compétitif relativement à d'autres monnaies. C'est vraiment juste une dépréciation relativement au dollar US. Mais le Canada perd la part de marché aux États-Unis relativement à d'autres économies comme le Mexique. Et c'est pas quelque chose qui semble se rectifier actuellement. Donc, c'est pas un portrait qui est très encourageant. Nous, on a une croissance qui est en fait très longue pour le Canada l'an prochain, à peine plus de 1%. Et à moins que quelque chose change rapidement, là, c'est pas, les perspectives pour le Canada sont pas particulièrement encourageantes. Luc? Oui. Pétrole, l'économie. Ouais, je vais essayer de le prendre peut-être pas dans cet ordre-là, mais pour le pétrole, nous, on en fait des prises, on n'a pas le choix. Mais on le voit aller à la baisse à court terme. La crise dans les inventaires est aiguë. Les bateaux restent pris en mer avec leur cargaison, difficile à livrer. Le surplus de pétrole s'accumule partout sur la planète. On est encore en période où l'offre surpasse la demande de 2 millions de barils par jour. Ça risque de continuer. Il y aura l'Iran qui va rentrer l'année prochaine. La demande croît à peu près à 1 million de barils par année. Donc, l'année prochaine, c'est l'Iran qui va fournir cette demande supplémentaire. Et l'OPEP, en général, veut gagner des parts de marché. Dans les 5 dernières années, c'est les Américains qui ont produit l'essentiel de l'augmentation de l'offre. L'offre a cru de 4 à 5 millions de barils de pétrole depuis 5 ans et le pétrole de schiste a cru de 4 millions de barils. Donc, ça veut dire que ça vient surtout des États-Unis. Les Saoudiens voient ça comme une menace. Ils ont enclenché une guerre de prix. Cette guerre de prix va se terminer non pas par la défaite du pétrole de schiste, mais de celle de tous les autres producteurs, parce que le pétrole de schiste, on va en parler longtemps, je pourrais revenir là-dessus, risque d'être parmi nous pendant longtemps. Et ce dont je pense que les Saoudiens ont essayé de frapper le pétrole de schiste pour accrocher tous les autres producteurs au passage, puis c'est ceux-là qui, petit à petit, vont céder du terrain. Donc, c'est pas très reluisant pour les sables bitumineux. Ça veut dire que la reprise en Alberta, lorsque les prix vont remonter, j'ai aucun doute que les prix vont monter parce qu'à 40 $, à part les pays du Golfe, il n'y a pas grand monde qui fait de cash. Donc, l'investissement dans le pétrole est en forte diminution. L'offre ne risque pas d'augmenter rapidement, disons, dans les 2-3 prochaines années. Et on aura un déficit de production disons, à moyen terme. Et ça veut dire que le prix va remonter. Et pour les entreprises canadiennes qui ont fait le clean-up de leur bilan, qui ont arrêté de faire des projets d'exploration, qui ont coupé leurs dépenses, ça sera des années très profitables. Mais pour le Canada et l'Alberta en particulier, il n'y aura pas d'investissement dans des nouveaux projets de sable bitumineux. Même si le prix remonte autour de 70-75 $, on va se contenter d'engranger des profits sur les sables, sur les barils qu'on vend déjà ici. On va se concentrer sur trouver un accès. Vous savez, depuis que le pipeline Nexel a été refusé par Obama, il faut trouver des solutions. Ça, c'est bien plus payant faire ça que d'essayer d'investir dans un projet avec un horizon de 30 ans dans un nouveau développement de sable bitumineux au nord d'Alberta. On va rester focusé sur des objectifs de court terme. Donc, ça va être payant pour les entreprises, mais très peu payant pour le Canada. Donc, ça veut dire, comme Marc le disait, il faut que ça vienne d'ailleurs. Puis, il n'y en a pas de réponse qui vient de l'Ontario et du Québec assez rapide pour compenser cette décroissance. La faiblesse de la Chine fait en sorte que même la Colombie-Britannique surperforme le reste du Canada, mais quand même superforme on s'est habitué. Dans les maritimes, il ne faut pas trop compter ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas de croissance de la population. C'est petit. En plus, Terre-Neuve pèse l'eau à la baisse, puisque aussi c'est une économie qui dépendait du pétrole. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'on doit maintenir un dollar faible pour rester compétitif. Ça va prendre du temps. On a attrapé un sérieux cas de mal hollandais, c'est-à-dire qu'on a détruit notre potentiel exportateur pendant que le dollar était surévalué. Et dans les années à venir, il
faudra repartir la machine, mais c'est plus difficile parce qu'avant, notre seul concurrent aux États-Unis, c'était les Américains. Donc, la soupape du dollar faisait l'effet. Le dollar canadien se dépréciait, nos exportateurs gagnaient en compétitivité par rapport à leurs concurrents américains. Aujourd'hui, on se retrouve à faire face à des Mexicains, des Chinois et toutes sortes d'autres producteurs. Et comme Marc le disait, la devise mexicaine aussi s'est dévaluée. Peut-être que dans les autres épisodes, la devise mexicaine se dévaluait aussi, mais les Mexicains n'étaient pas présents comme concurrents sur le marché américain. Aujourd'hui, ils le sont. Puis pensons aux Chinois, aussi, dernier commentaire. On parle de l'industrie automobile qui va très bien au Canada. C'est sûr que ça va bien. On produit, je pense, à 97% de la capacité, mais on n'investit pas dans l'industrie automobile au Canada. Pourquoi? Parce qu'on peut faire mieux en investissant au Mexique, et parce qu'on a le nuage noir des voitures chinoises au-dessus de nos têtes. Quand je suis allé à Raquel, j'étais allé en Chine en 2003, il y avait 15 millions de voitures en Chine. Dans une population de 1,1 milliard d'habitants. Je demandais aux gens pourquoi juste 15 millions de voitures. Vous êtes resté pris dans le trafic 1 heure ce matin, M. Vallée. Je dis oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'on n'a pas de route. Donc même si on vendait des voitures à profusion, vous seriez pris encore plus dans le trafic. Mais dans les 15 prochaines années, on va construire des routes, puis on aura plus de voitures. Donc le forecast de Goldman Sachs en 2003 pour 2015, c'est qu'il y aurait 125 millions de voitures en Chine. Il y en avait l'année dernière 150 millions. Donc, on a construit les routes, on a l'infrastructure. Oui, il y a toujours du trafic à Beijing pour ceux qui sont allés récemment, puis à Shanghai, mais il reste qu'il y a un progrès énorme. On a construit beaucoup d'usines, et aujourd'hui, ces usines, à cause du ralentissement chinois, se retrouvent en surplus de capacité, et on menace maintenant d'exporter ce surplus de capacité de voitures vers l'Amérique. Et GM, qui produit des voitures en Chine, disait, tout ce que j'ai à faire, c'est adapter mon usine pour rendre mes voitures compatibles aux standards nord-américains, puis hop, on va exporter. Alors, c'est très peu encourageant pour l'investissement au Canada dans l'industrie automobile, même si on est à pleine capacité. Dans le passé, ça aurait signalé un intérêt de la part des producteurs automobiles d'investir, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. De toute façon, les voitures que tu vois en Chine, parce que moi aussi, je suis allé dans le milieu des années 2000 beaucoup, c'est pas des Chrysler, c'est pas des Dodge, c'est pas une coupe de Ford à la limite, là, mais c'est pas les voitures qu'on produit ici, c'est des Volkswagen, des Audi, des Hyundai, moi-même, là, il n'y en a pas beaucoup, tu sais, puis de plus en plus des voitures chinoises. Alors, tu sais, ça risque de pas nous affecter beaucoup, ça, à moins qu'ils deviennent plus compétitifs. Quels secteurs sont importants au Canada pour les investissements dans le contexte actuel, le contexte bas prix du pétrole, de dollar relativement faible? Vous avez évoqué dans les difficultés du secteur automobile à côté de compétitivité. Alors, dans quel secteur on peut voir l'adaptation de l'économie canadienne à ce nouvel environnement où on peut voir des perspectives de croissance plus importantes? Non, je ne peux pas prendre cette question. Je vais répondre à la question initiale. Parce que ça, c'est. Je vais revenir un peu à cette question, mais c'est pas. Je pense que ce n'est pas une question pour les macroéconomistes. Effectivement, je suis d'accord avec Marc et Luc pour le prix du pétrole. Je pense qu'il faut être humble par rapport à notre capacité de prévoir le prix du pétrole. C'est une situation extrêmement compliquée. Tous les arguments de Luc sont justes, mais en même temps, je constate que récemment, les Saoudiens commencent à dire on s'inquiète pour le fait que l'investissement dans le secteur pétrolier est vraiment faible. Ça lance un problème dans quelques années. Sur l'action, on est vraiment surpris que le prix du pétrole est toujours si bas. On a un gros problème parce que nous avons besoin d'un prix de $100 pour équilibrer le budget. Nous avons les menaces à notre paix social. Peut-être c'est le moment de trouver une excuse pour changer la politique encore une fois et couper les productions. Mais moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'axer sur juste un scénario pour le prix du pétrole. Ce que nous faisons, c'est que nous avons 2-3 scénarios en tête et on parle des probabilités. Parce que effectivement, le prix peut chuter à court terme à cause du problème alimentaire. C'est facile après qu'ils vont juste augmenter tranquillement parce que le demande de quoi les Américains occupent un peu de production. C'est même pas possible que les prix vont monter pas mal parce que les Saoudiens vont couper la production plus que prévu. Alors, c'est une situation compliquée. Luc et Marc ont parlé de la Mexique. On a fait un calcul pour avoir la même concurrence contre le Mexique aujourd'hui qu'en 2007.
se prendre un dollar canadien de 45 sous américains. Les Mexicains ont vendu plus de voitures aux États-Unis l'année passée que nous. Okay? C'est intéressant pour le point de vue que les banques du Canada, si on regarde les exploitations du Canada et on exclut les ressources et on exclut les voitures, la part du marché aux États-Unis, c'est stable. Okay? Alors, je pense là, la croissance américaine sera reflétée dans la croissance de nos exploitations, excluant les voitures, excluant les ressources. Je pense que la banque est un peu trop optimiste pour l'économie américaine. Alors, ce serait intéressant quand le Burgo est terminé, Laurent, de voir comment la banque adapte sur ces prévisions, parce que je pense qu'ils sont vraiment optimistes. Par rapport aux avantages comparatifs pour le Canada, pour moi, c'est pas évident. Okay? Il y aura à un moment donné, mais je trouve pour le moment, il y a beaucoup de rigidité dans le Canada. Le problème, c'est que les Canadiens sont vraiment satisfaits avec leur vie. Okay? Ils ne peuvent pas changer. Alors, à un moment donné, il faut avoir un petit menace, il faut avoir les changements de prix relatifs, il faut avoir les changements des salaires. Ça va prendre du temps. Est-ce que vous avez encore des craintes en fait sur le secteur des ménages? On parlait d'endettement un peu plus tôt que des ménages. Est-ce qu'il faut craindre une correction des organismes des maisons? Est-ce qu'il faut craindre les effets de vulnérabilité liés à l'endettement des ménages? Non, je pense que le problème, je suis d'accord avec Marc, c'est probablement un scénario australien dans le sens qu'il y a un ajustement qui est lent. Okay? Si le problème c'est à Toronto, c'est à Vancouver. Il y a 2 semaines, les autorités chinoises ont annoncé ils ont mis en prison une centaine d'individus qui étaient dans le secteur banquier noir, the Great Banking Zone. Okay? Qui a facilité un flux de capital vers l'ouest de 125 milliards. Okay? Alors, parce que les autorités chinoises veulent avoir plus de contrôle sur la sortie du capital maintenant dans le contexte actuel. Alors, ils ont fermé, ils ont bouché ces flux-là. Ça, c'est des gens qui achètent des maisons à Toronto, qui achètent des maisons à Vancouver. Alors, si les Chinois sont capables vraiment de boucher les flux, et d'empêcher l'argent de sortir de la Chine, je pense que là, il y aura une réaction assez rapide dans le prix de maison à Toronto et à Vancouver et peut-être à Hamilton, quelque place comme ça. Alors, on ne peut pas écarter cette possibilité, mais je pense pour le reste du Canada qui est moins exposé aux acheteurs étrangers, je pense que le processus va être plus tranquille, plus ordonné. Mais c'est un fardeau sur l'économie, ça c'est sûr. Et c'est pas mal pour les jeunes. La valorisation d'une maison aujourd'hui, c'est vraiment un défi social, je pense. Un des problèmes avec le marché immobilier, comme économiste, d'évaluer ce qui se passe sur le marché immobilier au Canada, et de répondre à des questions comme ça, c'est le fait qu'on n'a pas de données. On n'a pas de données au Canada. Il y a un manque flagrant de données sur le marché immobilier comparé à d'autres pays comme les États-Unis. Par exemple, on a un portrait beaucoup plus large et on est vraiment en mesure d'évaluer c'est quoi la situation. Je suis d'accord avec Paul que le risque, au niveau régional, qu'il y a des risques de correction assez sévères. Toronto, Vancouver. Toronto, je me souviens, quand je suis allé là il y a quelques années même, écoute, on arrive, on passe près des anciens rail yards, près de la tour du CN. C'est juste des condos qui poussent comme des champignons, puis on va au travers. Il n'y a personne là-dedans. Tu sais, il y a de la surconstruction massive à Toronto présentement. Le problème, c'est qu'on n'a pas un bon portrait de ce qui se passe effectivement. On n'a pas les données solides sur l'ampleur d'investissement étranger dans ce secteur-là, que ce soit à Toronto, que ce soit à Vancouver, ou peu importe, ou même à Montréal. Écoutez, c'est certainement pas des perspectives démographiques reluisantes de Montréal qui justifient tous les tours de condos qui sont en train d'apparaître un peu partout au centre-ville. Alors, il y a clairement quelque chose qui se passe, il y a clairement de la surconstruction qui a lieu, mais comment est-ce que ça va aboutir? Bien, c'est pas évident du tout. Mais le risque est vraiment à Toronto et Vancouver, parce que c'est là c'est clair qu'il suffit qu'une des sources de financement s'assèche. Des sources de financement s'assèchent et effectivement, il peut y avoir une correction sévère, parce qu'un inventaire, assez visiblement, un inventaire de condos et de maisons est vendu qui est quand même significatif.
Mais dans l'ensemble du pays, le déséquilibre n'est pas si évident. Hein. Donc moi, je demeure de l'avis que cette situation-là va finir par se résorber lentement. Malheureusement, ce que ça veut dire à long terme, c'est que lorsque vous êtes dans une situation de désendettement, entre guillemets, ou de ralentissement de ce genre-là, bien, ça pèse sur l'ensemble de l'économie, ça pèse sur une période de 2 ou 3 ans, au lieu de juste résulter une correction rapide. Une autre raison pour laquelle je pense qu'on est assez justifié de ne pas croire que la demande intérieure canadienne va être particulièrement robuste en l'absence d'un coup de pouce qui va provenir du secteur des exportations. Ce qui amène Luc à poser la question pour le Canada, le Québec en particulier. Le Québec, oui. J'allais dire sur l'immobilier, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je pense que c'est vrai que tous les gros marchés sont menacés. Montréal, ça ne va pas si bien que ça. Calgary, Edmonton, où j'étais hier, aussi, ça va très mal. Vancouver et Toronto pour les raisons qu'on a données, entre autres, puis aussi parce qu'il y a de la surconstruction. Donc, mais au Québec, je pense que c'est Montréal le problème. On a 10% de chômage et plus. On a un problème structurel de croissance économique au Québec qui va perdurer. Hier, Carlos parlait de l'année prochaine d'une croissance dans 1,7%. Nous, on pense que c'est un peu optimiste. On verra si les exportations sont finalement au rendez-vous pour soutenir ce type de croissance. Nous, on prévoit plus 1,3%, 1,5%, disons, pour les prochaines années, les 2 prochaines années. Donc, c'est sûr qu'avec une croissance si faible, l'austérité, en guillemets, doit se poursuivre. On doit être très prudent. Et quand je regarde la situation à l'Ouest, je me dis, ça, c'est notre bas de laine numéro 2, la péréquation, 9 quelques milliards cette année. Oui, il y a une formule qui fait que pendant les quelques prochaines années, ce montant-là est garanti, mais dans 5 ans, si ça n'a pas repris en Alberta, si 3% c'est le nouveau 5% de l'Alberta, ben, il y aura moins de péréquation. Puis là, le fonds des générations va pouvoir peut-être servir à combler le déficit. Je ne sais pas où il faudra faire des coupures supplémentaires, mais il faut toujours penser que même si on pense à court terme, que oui, ça va bien aller, on prévoit des surplus, on va pouvoir verser des fonds au fonds des générations, on va regarder les chiffres de l'endettement sur le PIB. On les a augmentés au dernier budget, malgré qu'on soit en surplus. Pourquoi? Parce que le PIB a cru moyen rapidement. Donc, il n'y a pas seulement le numérateur, il y a le dénominateur. Une croissance faible va rendre très, très difficile l'atteinte de la cible de 45% de dette sur le PIB. Et ça veut dire des sacrifices supplémentaires ou des gains peut-être dans des placements qui sont faits. Est-ce que c'est la Caisse qui gère ça? Mais ça ne sera pas évident dans les prochaines années. Donc, évidemment, il n'y a pas de solution magique en disant le Québec ne peut pas agir seul. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels il devrait s'allier aux autres provinces. Par exemple, pensons juste au fait que les détaillants, hier, Carlos le disait, ont refusé l'augmentation de la taxe de vente en disant mais elle nous échappe. Si vous nous taxez plus, c'est un encouragement à magasiner davantage sur le web où les gens ne payent pas de taxes. Ce n'est pas le cas dans les autres provinces où la taxe a été harmonisée. Au Québec, si vous achetez en Alberta, l'Alberta ne charge pas la taxe du Québec sur le commerce aux clients. On évite la taxe. Donc, les Québécois sont capables d'éviter la taxe, puis le gouvernement du Québec dépend énormément de la taxe à la consommation pour son financement. Donc, c'est évident que ce genre de choses-là doit se faire en concertation avec le reste du Canada. Et il y a beaucoup de choses comme celle-là. On rentre dans une nouvelle phase, je le disais tout à l'heure, la mondialisation, où on doit réfléchir autrement. La mondialisation, c'est pas juste ça. On a enlevé les barrières tarifaires, mais il y a l'Internet aujourd'hui qui nous permet de faire plein de choses. Moi, j'utilise Uber tous les jours. Et évidemment, je suis prêt à payer la taxe, mais il n'y en a pas. Alors, c'est pas. Il y aura une façon de la collecter un jour, mais tout ça, ça dépendra de ce que les autorités fiscales à l'international vont être capables de négocier comme deal. L'Europe, c'est la même chose. L'Europe a bénéficié grandement de son intégration. La zone euro a été bénéfique pendant plusieurs années, mais aujourd'hui, le système a été conçu de telle sorte qu'on
on n'est pas capable de régler certains problèmes et on shift le blâme pour se faire élire d'une juridiction à l'autre. Et en shiftant le blâme comme ça, ben, finalement, on repousse le problème à quelqu'un d'autre, on ne le règle jamais. Et si le système est inhéremment, de façon inhérente, fait défaut et nous amène à régler aucun problème, on se dirige vers des crises de plus en plus graves et c'est pas surprenant qu'on soit pessimiste, je pense qu'on est tous sur l'Europe. C'est justement parce que le système qui était conçu à la base pour faire progresser l'Europe, tout à coup a atteint ses limites et les réformes nécessaires à le faire progresser, c'est pas les mêmes réformes que par le passé. Il n'y en a pas de barrière tarifaire entre les pays européens, donc il faut penser à d'autres solutions. Puis au Québec, c'est la même chose. C'est pas les mêmes solutions que le passé. Merci, Luc. Peut-être juste avant de passer à la période de questions, on va peut-être faire le lien rapidement avec le prochain thème, qui sont les défis structurels. Est-ce que, à la Banque Laurentienne, vous avez fait des études sur la croissance du PIB potentiel au Québec? Non. Non. Il y a des gens ici dans la salle qui ont des vues à formuler sur ça, mais merci. Alors, on va passer maintenant à la période de questions. Et j'inviterai les gens à se lever, aller au micro et poser leurs questions. Je vous inviterai à poser des questions brèves pour nos conférenciers. Alors, première question. Et j'aimerais que vous vous présentiez brièvement également. Merci. Peter B. Corners from Money News. Earlier, one of you, I forget which one in particular, talked about the divergence in policy between the ECB and the Fed. I'm wondering if you have any indication whether the central banks, the world central banks, the major ones, the Bank of England, Japan, ECB, and Fed, coordinate their policies. Je sais, ils se parlent. Et fréquemment, ils ont un groupe, effectivement, chaque mois, il y a le PRI, tous les banques centrales sont presque représentées, mais de plus, les banques centrales dans le G7 se parlent, je pense, tous les 2 semaines. Ce n'est pas une coordination étroite, c'est un partage d'informations. D'autres questions? Maxime Trottier. Je n'ai pas besoin de me présenter. Non. Maxime Trottier, représenté par la communauté métropolitaine de Montréal. Quand le taux de change canadien a chuté, dans les mois qui ont suivi, l'emploi dans les services à la production à Toronto et à Montréal a explosé. C'est peut-être, selon les données de l'enquête sur la population active, c'est peut-être une coïncidence, mais ce serait logique que les secteurs qui produisent des services qui sont exportés grimpent. La question que je voulais vous poser, c'est quel est le potentiel des services, des exportations de services pour entraîner la croissance du pays? On sait que le tourisme a plu rapidement, 10% l'année dernière, c'en est moins sur service. Puis on voit des entreprises comme CGI, par exemple, surperformer, parce qu'évidemment, la main-d'œuvre est ici bon marché. On est capable de faire concurrence aux entreprises américaines. C'est une exportation en valeur ajoutée. C'est plus difficile pour les Chinois et les Mexicains de nous faire concurrence dans ce marché-là. Mais ça fait longtemps que c'est Claude Séguin, je pense, qui est le vice-président aux stratégies de CGI, qui dit le défi de CGI, c'est la main-d'œuvre, alors que les baby boomers vont prendre leur retraite. Donc, un autre défi structurel, les baby boomers vont prendre leur retraite et on n'aura pas de gens au Québec pour les remplacer. Donc, évidemment, CGI va peut-être gagner des parts de marché aux États-Unis. L'entreprise va continuer à bien performer, mais elle va peut-être trouver ses travailleurs au sud des États-Unis, en Inde, ailleurs, où on parle anglais, mais c'est ça le problème, je pense. On va, dans certains secteurs, on continue à bien performer, il y en a peu de secteurs. Le secteur des services en est un, surtout les services à valeur ajoutée et le tourisme. Mais à long terme, il reste qu'on a un problème de main-d'œuvre. Les 15 à 64 ans au Québec, c'est flat pour les 5 prochaines années, 10 prochaines années, 15 prochaines années. Mais il reste que le fait que les baby boomers vont prendre leur retraite, pour moi, même si je vois des bonnes nouvelles à court terme de ce côté-là, il faudrait faire quelque chose pour le long terme. J'ajouterais quelque chose qu'il faut aussi faire attention de ne pas voir la dépréciation d'une devise comme quelque chose qui est absolument et nécessairement une bonne chose pour tout le monde. Il y a toujours des gagnants, il y a des perdants. Je pensais, c'est parce que je
Je pensais à ça à cause du commentaire de Luc là, sur le tourisme, mais qu'on pense par contre aux Canadiens de Montréal qu'il faut qu'ils payent leurs joueurs potentiellement dollars américains. Là, ça commence à pas être drôle. Là. Ça augmente les coûts d'entreprises comme celle-là. Ce qui m'amène sur un autre point, c'est qu'il ne faut jamais oublier justement que lorsque le dollar canadien se déprécie, bien, il y a beaucoup d'entreprises qui importent leur machinerie, leur matériel des États-Unis. Et les importations de machinerie et de matériel deviennent donc beaucoup plus chères. Et pour évaluer les secteurs qui vont bénéficier en termes nets de la dépréciation du dollar canadien, il ne suffit pas de regarder jusqu'à quel point ils sont exposés au marché américain, mais il faut aussi regarder jusqu'à quel point ils importent des intrants des États-Unis, parce qu'il y a des secteurs où effectivement les deux facteurs sont forts et que l'effet net est à peu près nul. Le secteur d'auto en est un en passant, où effectivement il y a beaucoup d'intrants dans la production d'automobiles au Canada qui proviennent des États-Unis. Lorsque le dollar canadien se déprécie, ça augmente les coûts. Donc, cette question-là peut être passablement compliquée quand on commence à parler des secteurs qui vont bénéficier de la dépréciation du dollar canadien et de ceux qui vont perdre. C'est pas une réponse simple, malheureusement. Je suis d'accord avec les deux commentaires. L'autre chose que je dirais, c'est autour du monde, les gens ont la même conversation. Okay? Effectivement, le secteur PN ne fonctionne pas nulle part maintenant. C'est vraiment une décélération. Tous les pays dans le monde cherchent à avoir la croissance et tous les pays dans le monde commencent à cibler les services. Alors, ça va être vraiment concurrentiel. Ce sera une question de la qualité de nos main-d'œuvre, une question de notre innovation, c'est une question de notre technologie. Alors, ce ne sera pas donné de réduire le domaine de service non plus. D'autres questions de la salle? Claude. Là, ça va être plus difficile, des vraies questions. J'aurais une question à poser. Si vous avez parlé de l'exportation, qui avait des difficultés à prendre le chemin de l'expansion. Or, la nouvelle d'hier, le nouvel jour d'hier, c'était l'EDC qui nous disait que les exportations étaient pour augmenter 10% au Québec cette année, de 8% l'an prochain. Et c'était sur son contenu aussi. On parlait beaucoup du secteur de l'aéronautique. Qu'est-ce que vous pensez de l'EDC et de ses prévisions? Bon, ça, c'est des questions pour eux. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, puis je suis surpris de ce 10%, mais dans le fond, tant mieux. Finalement, à un moment donné, il va falloir que ça fonctionne. Mais l'année prochaine aussi, il ne faut pas oublier qu'il y aura des pressions, peut-être, si le pétrole, par exemple, se met à augmenter en milieu d'année, il y aura la hausse du dollar canadien. Puis ça va venir peser sur ces prévisions-là, parce que j'imagine que ça repose sur certaines hypothèses quant à la valeur du dollar canadien. Je n'ai pas eu le temps de lire la nouvelle, mais il reste que c'est pas évident que ce chiffre-là sera réalisé. On l'a dit, il y a plein de contraintes, mais c'est sûr qu'à court terme, avec 2 ans de dévaluation, je m'attends à une progression des exportations du Québec. C'est sûr que moi, je répondrais à peu près la même chose, dans le même sens un peu. Moi, je n'étais pas là non plus hier, j'étais à Ottawa, ça fait que je n'ai pas vu la nouvelle en question et je ne commande généralement pas les prévisions des autres, là, parce que c'est un peu un box game, un peu en anglais, mais si on se fonde carrément, admettons que vous regardez juste les relations historiques et vous considérez une dépréciation au cours de la dernière année, à peu près 25% de la valeur du dollar canadien, plus vous avez des perspectives passablement optimistes pour les États-Unis, ce qui n'est pas nécessairement mon cas, mais admettons que vous croyez vraiment que l'économie américaine va croître, admettons, 2,5 à 3% l'an prochain, on peut facilement concevoir une accélération de cette ampleur-là des exportations canadiennes aux États-Unis. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'il y a comme hypothèse sous-jacente à leur prévision. Ce n'est pas déraisonnable compte tenu de ces hypothèses-là, c'est des hypothèses qui font. Mais bon, c'est pas anormal, parce que généralement, les exportations, l'élasticité est extrêmement élevée. Lorsqu'on voit l'élasticité relativement au dollar canadien, l'élasticité relativement à la demande intérieure américaine, les deux se suivent d'assez près. Et en fait, relativement à la demande intérieure américaine, il n'y a même pas vraiment de lag. C'est à l'intérieur du même trimestre qu'on voit l'effet. Le problème actuellement, c'est que la relation entre les exportations canadiennes et ce qu'on voit au niveau de la devise et au niveau de la croissance américaine ne semble plus tenir. On aurait été en droit de s'attendre depuis au moins 1 an à une accélération plus marquée des exportations canadiennes.
que ce qu'on a effectivement vu. Et c'est ça le problème. On est au même niveau en valeur, en volume, plutôt qu'on l'était dans les années 2000 avec nos exportations manufacturières. Donc, ça vous dit en 2 ans de dépréciation, puis on se retrouve, on n'a pas fait, on serait supposé être quoi, 50% plus élevé. On avait eu un progrès sur plus qu'une décennie, mais là, on est encore au même niveau, et on a perdu le tiers des emplois. Donc, évidemment, on utilise des robots. Là, moi, la question de la productivité, ça pourrait faire l'objet d'un autre colloque, d'un autre débat. Je pense qu'on la mesure mal. On ne sait plus comment mesurer la productivité. On a des téléphones qui sont 5 fois, 10 fois, 15 fois plus puissants que les ordinateurs qu'on avait il y a quelques années. On vit plus longtemps. On a toutes sortes d'innovations dont on bénéficie, mais je pense qu'encore une fois, les modèles qu'on utilisait avant pour mesurer la productivité, c'était des modèles basés sur la prépondérance du secteur manufacturier. Tout à coup, ben là, la qualité vient entrer en jeu, les services. Alors que c'est plus difficile de mesurer. Moi, je doute, je pense qu'on est mis. Même si on dit qu'on n'a pas fait de progrès depuis très longtemps, que la productivité est très, très faible, je pense qu'on en fait des progrès sur la planète. Mais il reste que, encore une fois, je l'ai dit, les problèmes sont à plus long terme. Puis, c'est pas qu'il n'y a pas de solution. On en a de la main-d'œuvre au Québec. Elle ne va pas être en croissance, mais on pourrait la qualifier davantage. Elle pourrait occuper des emplois plus productifs, des emplois mieux rémunérés. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il existe une croissance des emplois dans les emplois très peu rémunérés et dans les emplois très, très bien rémunérés. Le challenge, le défi qu'on a, c'est de comment bouger les gens vers des emplois plus productifs, bien rémunérés. Puis là, il y aurait des impôts qui seraient collectés, la croissance serait au rendez-vous. Les emplois de CGI qui sont perdus seraient remplacés par des travailleurs plus productifs. Mais ce qui se passe, c'est que dans les emplois du milieu, qui sont très attrayants, c'est pas très difficile de se qualifier pour ça. Ça prend une qualification légère, disons. Mais c'est là que les pays émergents nous rentrent dedans. Ils ne veulent pas les emplois pas payants qui payent le salaire minimum ici. Alors les gens sont obligés de quitter leur emploi qui les payait, disons, 20, 25, 30, 40 $ de l'heure, puis ils se retrouvent dans des emplois très, très peu rémunérés parce qu'ils n'ont pas les qualifications nécessaires pour occuper les emplois qui payent 50 à 100 $ de l'heure. Mais ça, c'est une question de mettre des efforts dans l'éducation pour qu'on se rende là. Un thème dont on va parler un peu plus tard. Claude, tu avais une question? Deux questions. Merci. Bon, moi, j'entends juste une oreille, donc c'est pas sûr si j'ai tout compris vos propos. Mais d'abord, sur la taille des économies, quand même, la taille de l'économie a grossi un peu partout dans le monde. Je pense à la Chine, entre autres. Je pense que Philippe avait déjà fait référence à cette question. L'économie chinoise a doublé, en fait, sa taille. Et on peut s'attendre que le taux de croissance soit légèrement diminué ou diminué même de façon assez importante. Il reste que, peut-être ce qui est important, évidemment, on aimerait bien les deux, mais il reste que c'est très important que la taille de l'économie croît, et c'est ça aussi qui est un vecteur d'activité. Il me semble qu'on sous-estime un peu cette perspective, particulièrement en Chine, mais c'est un peu partout ailleurs. L'autre point que j'avais voulu vous entendre aussi, et Luc a commencé à le faire essentiellement, c'est l'économie du partage et les innovations perturbantes, je ne sais pas si c'est le terme français, ou dérangeantes, qui vont se créer. On subit ici avec Uber. On ne subit pas, on en profite avec Uber. Pardon. Je suis clairement pro-Uber en ce qui me concerne. Donc, on a aussi des vecteurs de technologie. Là. On a le Bitcoin maintenant, on a toute une série d'éléments qui viennent particulièrement éliminer les intermédiaires dans beaucoup de choses. Donc, on va profiter aussi d'un certain nombre d'éléments comme ça. Peut-être qu'à court terme, ça ne jouera pas très rapidement, mais il me semble que les perspectives à venir sont quand même assez intéressantes. Moi, je peux parler sur la taille des économies. Oui, effectivement, la taille des économies, ça change beaucoup. La Chine, là, c'est pas seulement parce qu'ils ont connu une croissance économique phénoménale au cours surtout des années 2000, et même aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une croissance de 6,5 à 7 %, c'est ça ce qu'on appelle un ralentissement économique en Chine. Mais le point, je pense, le plus important pour ce qui est de la Chine, c'est qu'on a une croissance d'une économie qui comprend à peu près le quart de la population mondiale. Alors, c'est sûr qu'en termes de taille absolue, si on prend juste le PIB nominal, mesuré comme on le voudra, que ce soit en dollars US ou en PPP ou peu importe,
Évidemment, la Chine finit par être la plus grosse économie du monde éventuellement. C'est juste une simple question de mathématiques. Par contre, ça a des effets réels, ce genre de choses-là. Ça a des effets réels. On le voit déjà présentement avec le marché des produits de base. Avec les prix des produits de base, les fluctuations qu'on a vues récemment, la baisse, non pas du prix du pétrole, parce que ça, il y a beaucoup de facteurs qui viennent jouer là-dedans, mais qu'on regarde juste l'ensemble des produits de base non énergétiques, la tendance est à la baisse depuis 2 ans maintenant. Et ça, c'est relié à la demande marginale provenant de la Chine. C'est dû en grande partie au ralentissement de l'économie chinoise. Il y a des économies, d'autres économies qui sont vraiment frappées par ça. Je pense notamment au Brésil, qui subit le contre-coup à la fois de la baisse des prix des ressources et de son exposition, qui est fortement exposé à la Chine pour ses exportations. Donc, il y a un effet de volume, il y a un effet de prix important. Alors, eux autres, ils subissent présentement une sévère récession. Leur sévère récession est en bonne partie due à la façon dont ils sont exposés à ce facteur-là. Donc, c'est sûr que la taille des économies a une importance qui est absolument primordiale. Et nous, quand on fait des prévisions à très long terme, qu'on est obligé de faire pour notre répartition de l'actif à long terme, on en tient compte, ça c'est évident. Mais il faut aussi éviter une autre erreur, c'est de croire que juste parce que la Chine croît rapidement, qu'elle devient la plus grande économie du monde en termes du PIB nominal, que c'est un pays riche. C'est pas un pays riche. Et ça me chicote un peu, parce que souvent, lorsqu'on lit ça dans les journaux, on a comme l'impression que la Chine est un pays qui est subitement devenu le pays le plus riche au monde. Parce que c'est le plus important, mais c'est le plus important à cause de sa population. Essentiellement, le PIB par capita est toujours très faible. Il y avait une étude qui est sortie la semaine passée qui disait que le nombre d'entreprises en Chine a doublé entre 2010 et 2014. C'est fort probable que le niveau de PIB en Chine est sous-estimé et pas surestimé. Et je suis d'accord avec Marc, la question c'est le standard de vie des Chinois. Et le retombée économique de la Chine. Je pense qu'il y a beaucoup moins de retombées économiques pour les autres pays dans le monde de la Chine. Et par rapport à votre autre question, je pense que ça, c'est la question primordiale pour nous à moyen terme. Mark Andreessen, qui est le fondateur de Netscape, et maintenant il est un venture capitalist de CPM Community, les logiciels sont en train de manger l'économie. Et ça veut dire quoi? Ils sont capables maintenant, avec les logiciels, avec l'artificial intelligence, avec machine learning, ils sont capables de répliquer énormément de travail. La Bank of America a dévoilé un bel robot rouge qui est un robot conseiller pour la clientèle. Il y a des banques maintenant qui utilisent les logiciels pour écrire les reports. Les chiffres sur n'importe quoi, PIB, crédit, sort, plus de temps, il y a un report. C'est écrit par l'ordinateur, le logiciel. Moi, je pense que ça, c'est un des défis pour l'avenir, c'est juste à quel point les logiciels, les ordinateurs vont être capables de remplacer énormément de travail. Regarde, des voitures qui se conduisent tout seul. Tu as même des voitures qui se stationnent en parallèle tout seul, ce qui veut dire que tu n'as même pas besoin d'être capable de passer ton test de cours de conduite pour être capable de stationner ta voiture. Luc, un dernier mot. Ben moi, pour la Chine, c'est sûr que je fais comme Warren Buffett. Je me dis peut-être qu'il y a un ralentissement à court terme, mais quand je regarde la Chine dans 5 ans, un taux de croissance de 5, 6, 7%, la Chine va être énorme dans 5 ans ou dans 10 ans. Et on a juste à penser que cette année, 6% ou 7% de croissance, c'est une Chine de 1985 qui s'ajoute à la planète. Puis ça veut dire à chaque année, on ajoute une Chine de 1985 à la planète. Puis pendant ce temps-là, l'Inde croît et tout ça. Donc évidemment, on va être 10 milliards sur la planète en 2050, c'est pas très loin. C'est 80 millions de personnes de plus en ville à chaque année. C'est 10 villes de 8 millions d'habitants ou 20 000 de 5 millions d'habitants, donc c'est énorme. Pour ce qui est de l'économie du partage, l'innovation, c'est vrai, on a donné des exemples, mais avec Uber, moi aussi, je suis 100% derrière ça. Mais il n'y a pas juste Uber, il y a d'autres concurrents où on maintenant, puis ça se fait avec Uber à Los Angeles déjà, où on peut partager la course. Puis refuser Uber, ben, c'est refuser les bénéfices. Les bénéfices que ça va amener, on va devenir plus concurrentiel, on va avoir moins de trafic sur les ponts, on va être plus facile d'atteindre nos cibles de gaz à effet de serre. Si jamais on n'est pas obligé de s'acheter des voitures, si tout le monde a, je me rappelle plus, je pense que ça s'appelle Lyft, Lyft, si tout le monde est plus plugué sur Lyft,
et puis aller chercher des gens au passage, on peut peut-être diminuer le nombre de voitures sur le pont Champlain ou sur les ponts en général de 10-15% dans le futur. Donc, moins d'essence consommée, moins de trafic, moins de perte de temps. Puis là, si on dit non à ça, bien, le concurrent, lui, va le faire. Lui, il va attirer les gens dans la ville. Lui, la ville concurrente va être capable d'aller chercher de la main-d'œuvre. On va dire, regardez la qualité de vie qu'il y a. Je m'achète une voiture, mais je peux la financer en faisant du litre, par exemple. Donc, moi, je pense qu'il faut penser pas seulement en termes de on a créé un monopole pour les chauffeurs de taxi, c'est bien injuste. Non, c'est l'État qui l'a créé. L'État pourrait s'en débarrasser de son monopole, soit en compensant les chauffeurs de taxi, en les convertissant tous à Uber. Je ne sais pas c'est quoi la solution, mais il ne faut pas dire non à ce progrès-là juste en se basant sur cet argument que j'utilise souvent, les journalistes de la Presse Plus me font souvent des sorties contre Uber, mais il faut penser à long terme ce que ça amène comme avantage concurrentiel pour les villes qui vont l'adopter. Hier, j'étais à Edmonton, il y avait Uber, puis Calgary, ça disait depuis 2 semaines c'est illégal. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas penser à court terme, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce que ça va nous amener, puis on ne peut pas passer outre à ça. Alors, on a commencé avec un portrait d'ensemble de l'économie mondiale, on a parlé de déception, et on se termine en parlant d'innovation. Alors, on en a pour tout le spectre. Merci beaucoup. On se retrouve, donc c'est la fin. Merci beaucoup à nos panélistes.